assez fort. Là. Ouais, c'est assez fort. Ouais. Oui, donc je suis Claude Postel, je suis photographe, journaliste. François Saint-Pierre a eu la folie de me demander d'animer ce débat, donc je vais tenter de le faire pour le mieux, avec votre aide en tout cas. Et je me permettrai de citer Agnieszka Polska, qui a fait un film qui s'appelle L'oubli des noms propres, donc vous me permettrez quelquefois de me tromper dans les prononciations des noms polonais et peut-être d'oublier quelques noms parce que je ne connais pas tout le monde par cœur. Donc, en préambule, nous allons nous souvenir de ce que nous avons vu hier dans l'ensemble des expositions et essayer de tirer certaines lignes de force de cette édition 2013 dans laquelle on voit beaucoup d'œuvres de recherche et d'expérimentation, un profond questionnement sur la mémoire, qu'elle soit mémoire historique ou mémoire personnelle, et évidemment les perceptions du monde que chaque artiste peut développer. Ensuite, j'aimerais discuter avec les artistes de la manière dont ils présentent leurs œuvres, dont ils utilisent l'espace, que ce soit sur les multiplications des œuvres ou sur le type d'accrochage, et sur la réflexion des supports. Dans un premier temps, j'aimerais que Guillaume Herbeau se situe par rapport au photoreportage et à la mise en œuvre de l'exposition. Merci Guillaume. Merci, bonjour. Vous avez une question? Très bien, je me disais, tiens, comment je vais réagir dans ce débat, je suis tellement à la tête. Bonjour, alors la question c'était comment je réagis par rapport... Mais en fait, moi, depuis que je fais du photoreportage, en fait, j'ai commencé le photoreportage dans les années 90, donc on parlait déjà de la crise de la presse, et donc de la présence de la photographie dans les journaux. Donc dès les années 90, en fait, j'ai commencé à réfléchir à comment présenter mes travaux photographiques ailleurs que dans la presse. Donc en fait, j'ai toujours eu un travail parallèle entre la presse, les expositions et l'édition. Donc en fait, ça participe toujours de ma réflexion. Ensuite, l'exposition qui a lieu à Lectoure aujourd'hui, ce qui est nouveau pour moi, en fait, c'est d'avoir une réflexion avec un photographe plasticien et d'avoir une réflexion sur comment nos œuvres et nos travaux vont réagir les unes entre les autres. Et c'est ça qui m'intéresse. C'était la deuxième partie de la question que je voulais poser à Renaud Auguste Dormeuil. C'est justement vous qui n'êtes pas photographe et qui choisissez de travailler quand même avec les images en les capturant et en les trouvant sur Internet en particulier, je crois. Je voulais savoir, vous avez commencé à répondre, Guillaume, comment vous articulez votre processus de travail ensemble, parce que ça me semble très important de savoir d'abord pourquoi vous le faites et de quelle manière vous travaillez pour aboutir à une exposition comme celle-ci. Alors, ce qui est drôle, c'est quand vous parlez en fait de faire des recherches sur Internet, ou en tout cas d'avoir des images sur Internet, ce qui est drôle, c'est qu'en fait sur Internet, maintenant, on a des logiciels qui permettent d'avoir des alertes. C'est-à-dire que en fait, vous mettez des critères de photographie que vous souhaitez avoir, et vous mettez des alertes, et on vous prévient quand les images arrivent. Et entre autres, les images que l'on peut voir d'une série dont on peut parler plus directement, Best Wishes, qui sont des images d'archives de l'armée américaine. Il faut savoir que certaines de ces images, en fait, n'étaient pas... non pas libre de droit, mais n'était pas accessible même sur Internet, même dans les archives il y a quelques années. Et en fait, c'est terrible à dire, mais le travail évolue en fonction de ce que l'armée met en ligne. Et c'est drôle parce qu'en fait, c'est un peu le rapport qu'il y a, surtout dans cette exposition, ce qu'on voulait montrer, c'est que même si la pratique est différente sur la forme plastique ou même sur la prise photographique, en fait, les sujets sont toujours les mêmes au départ. Et la question était de savoir entre la pratique de Guillaume et ma pratique, comment on pouvait articuler un lieu d'exposition, une monstration en fait, de ce travail, qui soit de l'ordre de l'exposition de l'art contemporain et aussi de l'ordre de la présentation d'un travail de photojournalisme. Et on s'est rendu compte, enfin, moi je parle pour moi, de l'expérience de cette exposition, qu'en fait on a pu œuvrer dans le sens où on a fabriqué un objet qui n'est pas pour moi forcément une exposition, mais qui est en tout cas on va dire un objet de réflexion. Enfin, Anne, peut-être on peut parler un peu sur Anne Stel, qui est notre commissaire d'exposition.
Alors effectivement, c'était la rencontre entre le photojournalisme et donc Renaud qui est artiste, dans un espace qui est particulier aussi, qui est celui du tribunal, donc, qui est un lieu de représentation du pouvoir aussi. Donc présenter le travail de Renaud et Guillaume dans cet espace nous apporte une vraie réflexion sur... on a une succession de plusieurs espaces, qui est le tribunal, le bureau du juge, et on a réussi à obtenir l'autorisation de la circulation dans les espaces autour, ce qui nous a permis de créer des vrais axes entre le travail de Renaud et Guillaume, et donc des axes, des parallèles autour effectivement des préoccupations communes. Vous devancez certaines de mes questions, c'est bien. Merci en tout cas. Et on sait depuis longtemps que la photographie n'est pas la représentation du réel, bien au contraire. Donc, bon, beaucoup des travaux qui sont présentés cette année encore à Lectoure, il y a à toute évidence un usage de la photographie qui ne traduit pas la réalité. Donc je pense que les photographes polonais présentés ici, en particulier Jerzy Lewiński, Beksinski, Schwabs et Piasecki, sont tout à fait représentatifs de recherches très formelles sur la photographie. Donc je vais peut-être demander à Patrick Kominski de nous parler un petit peu de Jerzy Lewiński et sa conception de la photographie. C'est une question très large. Sa conception de la photographie, c'est vrai que c'est assez vaste, hein, parce que dans le cas de Jerzy Lewiński, on a affaire à un photographe qui produit de la photographie pendant 50 ans. Donc je pense que la conception de la photographie à la fin des années 50 et puis dans les années 70 et plus tard est très différente. Dans le cadre de l'exposition, c'est ce que j'ai essayé de montrer. En fait, c'était cette évolution d'une photographie à caractère documentaire, peut-être, enfin, qui essaie de rendre compte de la vie quotidienne ou de certains aspects de la vie quotidienne en Pologne au moment du dégel politique. Donc des expérimentations formelles au tout départ, hein, comme une tentative de créer un nouveau langage, de s'essayer à différentes formes d'expression. Puis donc ce réalisme sombre, et puis ensuite une approche beaucoup plus réflexive, plus conceptuelle, à la fin des années 60 et dans les années 70, où on voit un remploi assez régulier de ses propres photographies, qu'il dispose de différentes manières, des triptyques, des polyptyques, donc il met certaines images, des images trouvées souvent en juxtaposition avec toutes d'autres images. Il agrandit les images pour montrer la structure même du cliché, du négatif. Donc la conception, oui, c'est... je pense qu'en dernière instance, ce qui l'intéresse, c'est toujours les histoires en fait qui se cachent derrière les images. Il parle souvent du destin des hommes, donc cette conception de l'archéologie de la photographie qui consiste aussi à essayer de retrouver la trace, les histoires des protagonistes que l'on voit sur les images. Donc, parfois, il y parvient, il reconstitue même les biographies. Donc oui, je pense que la relation iconoclaste, cette mise en question de l'image, elle est peut-être moins forte chez Lewiński, qui voit une part de magie. C'est vrai que c'est une opération assez mystérieuse d'enregistrer la silhouette de quelqu'un. Et il me semble que oui, que cet aspect-là est très présent, très prégnant chez Lewiński. Et aussi la même question à Annette Mercanthaler par rapport à l'usage qu'elle fait de la photographie et sa mise en œuvre et en scène dans l'espace.
je crois que mon approche, c'est plutôt aussi une approche d'une plasticienne que photographe, et que la photographie est le médium, très intéressant. Mon premier intérêt, c'est l'espace qui n'est pas vide, qui a une certaine qualité et utilisation, et intervenir avec mes photos, mes images, avec ma imagination dans cet espace, en relation avec l'usage de cet espace. Un déplacement, mais très fin, pas trop. Par exemple, dans la fontaine, il y a une image de l'eau. Alors c'est double, mais c'est une juxtaposition et un transport de temps et de lieu. Et je crois que la même chose, c'est dans les autres travaux aussi, qu'il y a une superposition de plusieurs strates de temps et de lieu. Et c'est dans les images mêmes et dans l'usage et la mise en place dans l'exposition, en espace public et dans la salle. Pour continuer un petit peu sur ce thème, je pense que la forme fait sens de plus en plus, enfin toujours elle l'a fait, et Nicolas Gros-Pierre est ici en tout cas, et dans son œuvre en général, particulièrement attaché à cela, donc j'aimerais, Nicolas, que vous nous présentiez un petit peu votre travail par rapport à, en tout cas, l'installation que vous avez faite ici, puisqu'elle est spécifique, vous êtes parti d'une installation que vous aviez déjà réalisée, enfin photographiée et mise en scène. Donc là, vous avez dû réinventer un espace pour installer je ne sais pas si vous appelez ça une installation ou une photographie, enfin vous allez nous le dire. Merci. Juste en guise d'introduction un petit peu, je vais revenir à votre question, monsieur, mais pour rebondir par rapport aux propos qui ont été tenus ici. Et quant à ma pratique, moi, je voulais juste dire que, en ce qui me concerne, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les histoires qui se cachent derrière les travaux que je fais. C'est-à-dire que je traite de la photo de façon extrêmement, je pense, instrumentale, et pas du tout déontologique. J'utilise la photographie comme support et je la malaxe vraiment à mon gré, sans me préoccuper de certaines règles qui peut-être sont considérées comme importantes dans les écoles ou de façon classique. Alors maintenant, en ce qui concerne ce que j'ai proposé ici, effectivement, on peut appeler ça une installation dans la mesure où c'est un lieu dans lequel on pénètre et qui nous entoure presque, puisque c'est un quart de sphère géométrisé sur lequel sont projetées 84 photos collées à la façon d'une mosaïque. Et la raison pour laquelle j'ai décidé d'adopter ce dispositif a été qu'il reproduit à une échelle pratiquement 1 une installation que j'avais faite à Varsovie qui consistait à photographier une pièce et à afficher directement sur les murs de cette pièce une photo et de reprendre une photo et de réafficher une nouvelle photo, etc., jusqu'à ce que la pièce soit complètement pleine de représentation d'elle-même. Donc à la fin, la dernière étape de cette installation de Varsovie était une pièce qui était couverte de près de 1000 photos. Et donc elle était devenue par la force des choses très, très fragmentée. Et donc voilà la raison pour laquelle donc, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de montrer, de représenter cette installation sous forme de mosaïque, c'est que les deux médiums se renvoient, forment un jeu de ping-pong. On avait un espace qui était fragmenté et que je refragmentarise encore une fois à l'aide de cette installation.
pour continuer sur la problématique de la mise en espace, j'aimerais bien que Caroline Rognier nous parle de l'installation spécifique qu'il a fait avec Sol-Ciel ici, puisqu'elle est effectivement parfaitement adaptée au lieu, et voilà comment vous l'avez conçue et pratiquée. Oui, très bien. Oui, effectivement, l'exposition a été faite pour cet espace. Et c'est comme ça que je travaille en général. Je pense que la photographie, ou la manière dont je pratique en tout cas, c'est une chose qui n'existe pas. Et qui n'existe pas tant qu'on ne lui donne pas une forme. Et cette forme est extrêmement souple. La photographie, c'est un médium qui n'a pas de matériaux, à la différence des autres. Donc, à part le film, c'est très voisin. Et donc, il faut lui donner une forme. Sinon, ça n'existe pas. Et cette forme, ça peut être aussi bien une exposition, ça peut être une affiche, ça peut être un flyer, ça peut être un livre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de construire un travail à partir de ça. Et à partir de la manière dont les images que j'enregistre au jour le jour presque, qui forment le matériau de ce travail, de les déplacer et de les travailler à chaque fois. Donc il n'y a pas de forme, je ne sais pas des tableaux pigés, ça n'est pas mon histoire. C'est quelque chose que je respecte, mais ce n'est pas mon histoire. En revanche, ce qui m'intéresse, voilà, c'est de remonter sans cesse les mêmes images, ou presque. Et pour ça, ce sont des questions très simples d'exposition. C'est plus... donc l'espace est le matériau de départ, et donc il faut faire rentrer les images à l'intérieur. Vous parlez d'une base de photographie de 2700 images. Est-ce qu'elles sont toutes sériées, archivées de façon spécifique? Là où on a ciel et sol, est-ce qu'il y a d'autres critères de... Oui. Alors effectivement, j'ai une pratique presque au quotidien. Presque. Hier, non. Par exemple. Et donc, chaque image est archivée. Elle est remise sur une planche comme vous avez au centre, donc dans le couloir des ascenseurs, sauf qu'elles sont en plus petits. C'est des petits tirages 13-18 que je fais sur mon imprimante. Et il y a 3 ou 4 boîtes à Ikea qui accueillent ces images. Et en revanche, elles sont toutes classées d'une manière précise. Elles sont classées par mois, sans tenir compte de l'année de prise de vue. Comme c'est un dispositif qu'on retrouve dans l'installation Ciel-Sol. Et donc, c'est une traversée comme ça, mais d'une année fictive, et qui en comprend aujourd'hui 9 autres, puisque je me suis remis à faire des images en 2004. Et donc, moi je photographie rien de spécial, je photographie le monde, en gros. Oui, je sais que c'est un peu ambitieux, mais... donc, il y a des traversées de cette archive et de ces boîtes. Enfin, j'aime pas tellement ce mot archive, mais qui a été mis un peu à toutes les sauces assez récemment. En fait, c'est plutôt une collection. Donc, cette collection d'images, elle apparaît ensuite de manière fragmentaire à chaque apparition. Donc exposition, livre,
affiche, flyer, ce que vous voulez, ce que je veux en fait, plutôt. Et donc il y a des traversées de cette collection qui sont aussi, qui peuvent être thématiques, mais comme c'est le cas, ou qui peuvent être, mais c'est toujours assez structuré. Il faut un moteur. C'est-à-dire que pour moi l'exposition c'est une machine. Voilà, donc il faut un petit moteur pour faire un peu tourner cette machine. Voilà. Emanuela Meloni, en tout cas pour cette exposition, vous avez fait une présentation assez remarquable en tout cas. Et je voulais vous poser la même question, savoir si, d'abord si c'était une pratique que vous aviez l'habitude d'avoir, et comment vous envisagez l'accrochage en tout cas, parce que là vous avez fait un choix spécifique d'associer les portraits et les lieux. Est-ce que vous pratiquez couramment? Alors, je commence en disant que, en fait, on a beaucoup réfléchi avec François sur l'accrochage, parce que c'est pas du tout ma pratique encore, parce que je viens de commencer à travailler avec la photographie. Et oui, du coup, je me suis questionnée beaucoup sur la forme à donner à ce travail. Et je me suis questionnée, est-ce que la mine est un lieu très très grand? Est-ce que je le fais en grand et je le fais en petit? Et en même temps, est-ce que les portraits doivent être à la même taille qu'à l'échelle 1? Et au final, on s'est beaucoup questionné sur l'idée de la grille, sur l'idée des diptyques. Et est-ce qu'on met la mine en dessous ou à côté? Est-ce qu'on enlève la mine et on laisse les portraits? Du coup, il y avait beaucoup de questions. Et au final, on a choisi de laisser les gens, du coup les portraits, les mineurs en dessous, dominer pour une fois ce lieu qui en fait les domine pour toute la vie. Et oui, et surtout mettre par opposition la lumière, le blanc et le noir. Et oui, et avec François qui connaissait bien l'espace, il a aussi pensé avec moi à réfléchir. Je voulais ajouter un mot, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit. Bon, il y avait la contrainte de l'espace. Je dois dire aussi que j'aimerais, on n'avait vraiment pas le temps de le faire, mais de baisser un peu le dispositif, parce que ce que j'aimais beaucoup dans ce dispositif, c'est comme ça que tu me l'as montré presque la première fois à l'école, hein. Sauf que tu avais fait un damier, ce qui était un petit peu moins bien. Ce que j'aime beaucoup dans ce dispositif, c'est qu'on est face au regard de ces hommes et de cette femme. Hein. Et là, c'est un peu haut pour ça, voilà. Mais cette réserve est en fait, ce qui m'avait surpris, c'est que tu as présenté ça, je crois, comme travail de fin d'année à l'école. Et bizarrement, les profs lui disaient, mais non, c'est pas bien, il faudrait une grande photo de la mine et tous les portraits à côté. Et moi, je pensais que si il fallait s'appuyer sur le texte d'Emanuela, et à partir de ce texte, on voit bien que chacun est dans son espace, et que c'est important de le montrer dans l'image. Voilà, c'est tout. Merci de ces précisions. Là, on a vu que la mise en place et la mise en forme des œuvres, des photos présentées est très importante, puisque voilà, il y a eu une discussion en l'occurrence pour cette pièce d'Emanuela. Nous allons peut-être entamer un débat moins formel et regarder ce que nous présentent les photographes cette année autour de la mémoire historique. Donc Bruce Wrighton, photographe américain qui a photographié pendant, je crois, une dizaine d'années sa ville uniquement, sur des thèmes, sur des séries très récurrentes et très précises et très marquées, qui donnent une nouvelle fois, grâce à la mise en œuvre des séries, une puissance du regard en fait par rapport à la ville. Si on ne considère qu'une série, il manquera toujours quelque chose. Donc il y a sa série de portraits, la série des véhicules rutilants, de luxe, et la série d'intérieur qui à eux trois font vraiment un vrai parcours dans cette époque
et dans cette ville qu'il a magnifiquement photographiée et dont il a trouvé les angles les plus intéressants, les plus marquants, les plus émouvants aussi, puisqu'il a, même avec de l'humour aussi, parce qu'il a beaucoup de distance, en tout cas dans les espaces intérieurs. Donc voilà, si l'un d'entre vous veut parler du travail de Bruce Wrighton, je vous laisse la parole. François, peut-être. Oui, puis ce qu'il faudrait aussi, c'est que inviter chacun d'entre vous, n'hésitez pas à demander le micro, même. Voilà, d'accord. Non, je voulais juste. Bon, vous avez vu que c'est des contacts, c'est fait à la chambre 20-25, c'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas photographes, les négatifs font 25 cm par 20, c'est ces gros appareils à soufflet, dont la mise en œuvre n'est pas aisée, donc ça voulait dire que quand il rencontrait quelqu'un dans la rue, il disait mettez-vous là, il fallait mettre tout ça en œuvre, et ces personnes qui sont de conditions modestes se retrouvaient face à un énorme appareil, et il fallait donc les amadouer un petit peu. Alors souvent il le faisait avec sa femme, Wrighton. Et puis je pense qu'il avait énormément de charisme. Donc il y avait ce point donc, à souligner. Et un autre point, c'est qu'il y a une confrontation des portraits de ce quartier de Binghamton, qui est la ville, par exemple, pour vous donner un repère, c'est la ville où il y avait le siège social d'IBM. Donc c'est une ville assez prospère, et puis qui a subi, comme beaucoup de villes, la désindustrialisation, etc. Et mon là, c'est les voitures des années 50. C'est ça qui est intéressant dans ces photos de voitures, c'est que les années 50 parlent du rêve américain qui est bien mort et enterré dans les années 80. Voilà, c'est un décalage intéressant. C'est pour ça qu'ils ne sont pas accrochés pareil que les autres. Un autre rapport à la mémoire que l'on peut voir dans les films d'Agnieszka Polska, qui a réinterprété certaines scènes historiques, dont une grève qui a eu lieu à Cracovie, à l'école des Beaux-Arts en 1956, en mettant entièrement de façon fictive en scène ce qui s'est à peu près passé et en relatant un événement de façon abstraite, presque théâtralisée en tout cas. Et elle a fait aussi, elle a reconstitué une exposition qui avait eu lieu dans les années 50, je crois, c'est ça, 68, pardon, que Tadeusz Rolke avait photographié. Donc elle a travaillé sur les photos de Tadeusz Rolke et elle a filmé un processus de reconstitution de cet espace. Donc comme réintervention dans le passé, mais en soutenant bien entendu que ne cherchez pas à faire une traduction vériste des événements. Donc nous venons de parler de Tadeusz Rolke qui montre deux séries de photos exceptionnelles, l'une sur la présence de jeunes Allemands de l'Ouest dans les années 70 qui étaient venus travailler au déblaiement des charniers d'Auschwitz. Non, pardon, excuse-moi. C'est en 67, donc il n'y a plus de charniers. Non, je te laisse. Non, Dieu merci, ils font pas ça, mais non, oui, ils travaillent à la rénovation en fait des différentes infrastructures à Auschwitz. Donc c'est des ruines. Donc déjà, il y a aussi une drôle d'activité puisqu'il faut maintenir la ruine dans son état. Ça, c'est une des spécificités d'Auschwitz. Mais je voulais juste préciser que ce n'était pas des charniers. Et la question, peut-être à Tadeusz. Oui, mais bon, demandons à Tadeusz la rencontre qu'il a eue avec ces jeunes gens et ensuite le travail qu'il fait maintenant sur la recherche des lieux d'habitation des Juifs hasidim en Pologne, en Lituanie et en Ukraine. Je pouvais d'autres faire un reportage à Auschwitz i mają tutaj współczesny brat byliśmy. Może powiem pewną ciekawostkę, która będzie wstępem do tej wystawy. Alors, je vais peut-être se dire une ciekawostka, c'est une anecdote qui sera une introduction à cette exposition. To jest moja czwarta wystawa w tym roku i świadczy to o pewnych ilościach fotografii w moim archiwum, ponieważ każda z tych wystaw jest robiona przez innego kuratora. Donc c'est ma quatrième exposition cette année
Et ce nombre, en fait, découle du nombre, ce nombre d'expositions découle de la quantité aussi d'images qui se trouvent dans mon archive. Et donc c'est quatre expositions organisées par 4 commissaires différents. Pierwsza tegoroczna wystawa pokazywała moje zdjęcia zrobione, kiedy miałem lat 15, a moim zdjęciom towarzyszyły zdjęcia młodego człowieka, mojego ucznia, który właśnie w tym momencie tej nauki miał lat 15. Donc ma première exposition, c'était une exposition avec des photographies que j'ai réalisées quand j'avais 15 ans. Et donc ces photographies étaient accompagnées de photographies d'un de mes élèves qui, à ce moment-là, avait également 15 ans. Wystawa nazywała się 2 razy 15. L'exposition s'intitulait 2 fois 15. Następna wystawa została zrobiona przez młodego kuratora, który myszkował w moim archiwum i doszedł do wniosku, że ja pokazałem w sposób dokumentalny czasy przełomu w Europie, to znaczy słynny moment, kiedy upadł mur w Berlinie. La seconde exposition a été organisée par un jeune commissaire qui a fouillé dans mes archives et qui a sélectionné des photographies qui portaient sur le moment de la transformation en Pologne, en Europe, le moment qui coïncidait, qui a succédé à la chute du communisme. Okazało się, jak nieprawdopodobną potęgą jest fotografia dokumentalna. Et il s'est avéré, on a pu se rendre compte de la puissance en fait de la photographie documentaire. Przez te kilka lat tak zwanego przełomu chodziłem sobie po Polsce i robiłem zupełnie niezobowiązujące zdjęcia, przeważnie właściwie głównie dla siebie, bez żadnej interwencji z zewnątrz. Durant plusieurs années, donc au début des années 90, je me baladais dans la ville, je me baladais et je prenais des photographies auprès de mes envies sans contrainte, sans aucune contrainte. Po 20 paru latach okazuje się, że dla młodego pokolenia jest to kompletna rewelacja, a dla średniego i starszego jest to coś, co sami pamiętają, a więc chętnie oglądają. Oui, donc on a pu voir que pour la jeune génération, c'était une découverte complète, et pour la génération un peu plus âgée, en revanche, c'était des choses dont ils se souvenaient, et donc ils regardaient ça avec grand plaisir. I wystawa cieszyła się wyjątkowym zainteresowaniem publiczności i mediów. Et l'exposition a bénéficié, a fait l'objet d'un grand intérêt du public et des médias. Trzecią wystawę miałem niedawno, w czasie miesiąca fotografii w Krakowie, która zawierała tylko 22 fotografie i nazywała się Studio Rolka. Et la dernière exposition a eu lieu durant le festival de Cracovie, le festival Photomons à Cracovie. C'était une exposition qui comprenait 22 photographies qui s'intitulait Studio Rolke. Dowcip polegał na tym, że nigdy w życiu nie miałem własnego studia. La blague, c'est que j'ai jamais eu mon studio, jamais eu de studio personnel. Kuratorem był również człowiek 30-letni, a drugim młodym człowiekiem, czy trzecim w tym roku, czwartym kuratorem jest właśnie mój sąsiad Patryk Komorowski, i on z kolei, przeglądając moje archiwum, wyciągnął te dwa tematy. Raz młodych Niemców pracujących w Auschwitz, drugi raz mój cykl, który od 20 lat robię pod tytułem Tu byliśmy. Et donc la quatrième exposition, c'est l'exposition organisée par Patrick Komorowski,
qui a donc extrait de mon archive ce reportage en 67 à Auschwitz et puis des images de ce travail que je mène depuis 20 ans sur la population hasydim. Cykl, tu byliśmy, został zainspirowany, proszę Państwa, nie obrazem, a słowem. Le cycle Nous étions ici a été inspiré non pas par l'image, mais par le mot. Słowo zostało przeczytane w książce Martina Bubera. Jego tytuł tej książki brzmi Opowieści Hazydów. Ces mots ont été, apparaissaient dans le livre de Martin Buber, les récits hasydiques. I te słowa, te mądrości zainspirowały mnie do spojrzenia na mapę i spojrzenia na miejscowości, w których ci święci cadycy nauczali i żyli. Et donc en fait j'ai noté les différents lieux en fait dont Martin Buber, les différents lieux qui apparaissaient dans les textes de ce livre, donc les lieux où donc les sages hasydim officiaient. A należy do pokolenia, które jest świadkiem historii, należy do pokolenia, które widziało, jak się buduje mur getta w Warszawie, należy do pokolenia, które widziało pociągi jadące z getta do Treblinki. Oui, donc j'appartiens à cette génération qui a vu la Seconde Guerre mondiale, qui a vu la construction du ghetto de Varsovie, qui a vu partir les trains de Varsovie pour Treblinka. Jako świadomy fotograf wiedziałem o tym, że muszę coś zrobić w sprawie żydowskiej. Et en tant que photographe conscient, je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose, un travail sur les questions liées à la présence des Juifs en Pologne. Że rozporządzam pewnym medium, które w pewnym sensie opanowałem i to medium będzie manifestacją mojego stosunku do tego, co się w Europie stało. Donc je travaille avec un médium que je maîtrise maintenant assez bien et donc ce médium devait être la manifestation. Donc la manière dont j'utilise ce médium devait être la manifestation de ce qui s'est passé en Europe. I właśnie w tym momencie dotknęły mnie głęboko słowa Bubera o tej ludności. I pojechałem w te miasteczka i zacząłem fotografować w sposób unikający wszelkich rekwizytów rzeczywistości. Czyli starałem się cofnąć czas. Donc les mots de Buber m'ont beaucoup touché. J'ai décidé de me rendre dans les différents villages mentionnés dans le livre en ayant un parti pris très précis, c'est-à-dire de ne pas photographier des éléments, en fait, des objets du monde contemporain. Donc j'ai décidé de faire un saut dans le temps, un saut dans le passé. Samym tym cyklem wpisałem się w pielęgnowanie kultury pamięci. Et donc avec ce cycle, je m'inscris finalement dans la culture, dans la culture de la culture de la mémoire, dans le respect ou la construction de la culture, le travail sur
Oui, enfin, oui. En polonais, il y a cette expression culture de la mémoire, kultura pamięci, ce qui correspond peut-être plus en français au travail de la mémoire. Na razie dziękuję. Voilà, je vous remercie pour le moment. Je vous prie de m'excuser pour mon écart de langage, mais je me suis rendu à Auschwitz il y a 2 mois à peu près, et c'est très bouleversant, donc la confusion peut exister. Donc on a vu que entre la mise en place, la mise en forme, la recherche de la mémoire, la traduction de la mémoire avant l'événement, après l'événement, les artistes ici présents nous proposent énormément de variations autour de la représentation du monde, ou d'un monde en tout cas, à travers la photographie. Donc la photographie étant toujours présente, mais utilisée de façon très différente. Donc j'aimerais beaucoup, si certains d'entre vous le souhaitent, que vous puissiez poser des questions peut-être plus précises sur le travail des artistes ou sur les œuvres que vous avez vues exposées. Je sais que c'est toujours un peu brutal, la première question comme ça, mais voilà, ça commence. Henri Héret, qui a beaucoup aidé à l'exposition. Est-ce que c'est la première fois qu'il expose les 2 œuvres ensemble? Parce que c'est la photographie qui grandit et puis le spectateur qui rapetisse, puisque avec la vidéo, on est enfermé dans une boîte et puis encore dans une autre boîte, et à la fin, on termine absolument minuscule, écrabouillé dans les couches des pièces du palais. Et seconde question, c'est la musique sur la vidéo. Merci Henri. Alors effectivement, c'est la première fois que je montre ces deux travaux ensemble. Et il m'avait semblé que c'était fortuit, parce qu'elles touchent plus ou moins, ces 2 travaux touchent plus ou moins de la même thématique, qui est justement du médium photographique et de la façon dont on peut imaginer que on puisse le pousser jusqu'à ses limites les plus extrêmes, par l'agrandissement en particulier. Comme on le sait bien, il est impossible d'agrandir une photo à l'infini, hein, parce que ce n'est pas comme un microscope qui nous permet de pousser toujours plus loin les limites de ce que l'on peut voir. Quand on agrandit une photo, un négatif ou un fichier numérique, eh ben, on arrive à un moment à des objets complètement abstraits, que ce soit le grain ou que ce soit les pixels. Donc, il me semble que ces 2 travaux, ils parlent un petit peu de la même chose, mais ils sont très différents. Donc, il m'avait semblé que c'était effectivement assez intéressant de les mettre côte à côte. Cela dit, j'ai publié un livre en début d'année où je les avais mis également côte à côte. Donc, c'est pas complètement une nouveauté. Et la seconde question sur la musique du film, alors elle participe d'un plus vaste ensemble, c'est-à-dire qu'elle rejoint également le titre et la méthode du film. Donc pour ceux d'entre vous qui n'ont pas vu le film, le film présente un zoom à travers, dans une photo, et l'on passe, c'est une visite d'un palais vénitien, et on passe d'une pièce à l'autre grâce à des miroirs. L'objectif zoom sur un miroir et on va d'un miroir à l'autre. Donc également le film est structuré sous la forme d'un miroir. Il y a 2 trajets qui sont identiques, mais sauf que l'un va dans un sens et l'autre va dans l'autre sens. Mais sauf qu'on ne le voit pas, mais on peut le comprendre. Alors maintenant la musique, je me suis m'étant rendu compte que le miroir était vraiment une clé à la fois formelle et structurelle dans ce travail. La musique est également une sorte de miroir, c'est-à-dire que l'on commence elle est très faible, et elle croît jusqu'au moment où les deux canaux
de la vidéo se trouve au même endroit dans le palais. Et c'est à ce moment-là que la musique décroît. Donc elle est composée à la façon d'un palindrome que l'on peut lire dans les deux sens. Et c'est également la raison pour laquelle le titre est un palindrome, Tataratat, qui est un palindrome inventé par Joyce dans Ulysse pour décrire le bruit que l'on fait lorsque l'on frappe à la porte. Donc c'est un jeu de miroir figuré et réel qui se joue donc entre le titre, la musique et les images. Pour revenir sur la construction des images, peut-être si vous pouvez préciser, Renaud, le travail que vous faites, vous, par rapport en amont à la recherche d'images et pour construire celle que finalement vous faites, à part la recherche Internet dont vous avez déjà parlé, et l'importance que à quel moment vous choisissez des photographies pour créer ce que vous faites? Le choix, en fait, malheureusement, il est sous la contrainte, puisque la plupart du temps, en fait, je travaille sur la question de la mort, donc sur des événements qui traversent plus les populations civiles que les militaires eux-mêmes. Par contre, je suis frappé d'entendre chacun de nous présenter son travail par rapport justement à l'histoire. Et c'est drôle parce que moi je me souviens d'une discussion qu'on avait eue avec Walid Rad sur la question de l'histoire et de l'écriture de l'histoire. Donc pour mémoire, Walid Rad, c'est le fondateur de l'Atlas Group qui au Liban en fait s'évertue à construire des images, de travailler sur l'image de la mémoire. Et tout en discutant du Liban, il me disait qu'au Liban, la guerre ne s'était jamais terminée. Et donc, il n'y avait pas un gagnant et un perdant. Et qu'en fait, depuis plus de 15 ans, en fait, il n'y avait pas la possibilité de construire l'histoire et des images de l'histoire. Et que son travail, bien évidemment, consiste justement à travailler la petite histoire et non pas la grande histoire, même si la petite histoire qu'il construit est fictive. Et j'étais frappé que l'invitation qui a été faite à la photographie polonaise est justement une histoire qui est vécue, qui est traversée dans leur chair, et que nous, avec Guillaume, on était justement dans une autre pratique, même si Guillaume, lui, est dans le post-événementiel, si je puis me permettre de parler. Ça veut dire que quelles sont les traces qui restent de l'événement qui s'est produit, même si ce n'est pas dans une histoire officielle, c'est justement de rappeler la petite histoire, ceux qui ont vraiment vécu les événements. Et moi, à contrario, je suis justement dans un retour en arrière, dans l'idée en fait de mettre en évidence et de mettre en image en fait le fait que on prépare malheureusement froidement l'histoire que vont subir les populations civiles. Donc clairement, moi je reste un artiste, donc je travaille sur la forme plastique de la représentation de ces images. Et comme il est impossible de traverser le temps, ou en tout cas de revenir en arrière et de fabriquer des images que personne n'a jamais prises, je m'évertue en fait à fabriquer des images qui vont parler des images qui sont absentes. Alors, pour faire encore plus simple et pour l'expliquer peut-être de façon plus directe, moi ce qui m'intéresse c'est de parler de cette image de la mort qui n'existe pas. Et la mort est irreprésentable quand on la regarde dans les médias ou dans toutes les formes de peinture. En fait, quand on veut parler de la mort, on présente des cadavres. Voilà. Et moi je me pose la question de savoir comment peut-on parler de la mort sans montrer des cadavres. Et tout le travail consiste justement à remonter le fil du temps et bien souvent d'être dans l'image de l'instant d'avant qui évacue l'événementiel, et c'est ça qui était aussi l'objet de notre exposition, c'est qu'en fait nous ne travaillons pas sur l'événementiel, nous ne travaillons pas sur notre présence physique puisque nous ne sommes pas présents physiquement, mais nous parlons de ce qu'il reste après l'événement et deux, pour ma part, en fait, la froideur de l'organisation de cet événement. Voilà. Quand les mecs décident un bombardement, ils sont autour d'une table, ils donnent un nom de code en général très poétique, ça peut s'appeler la pluie d'été, la flûte enchantée, et le résultat de ça, c'est des milliers de morts dans les médias suivants. Et l'organisation de cette mort, elle est froide, elle est toujours froide, et c'est l'objet de mon travail, pour moi. Oui, on voit aussi que la disparition du photographe en tant
acteur, c'est-à-dire celui qui fait la photo, est un peu devient de plus en plus importante dans la démarche de certains artistes, en tout cas, mais même de photographes, puisque je pense que Guillaume, quand vous avez présenté des photos issues d'images que vous avez reçues par téléphone portable, c'est ça, ou c'est vous qui les avez faites? Ah oui, c'est ça, oui. Vous parlez en fait de la série d'images de la révolution, enfin des manifestations après les élections en 2009 en Iran. En fait, pour la petite histoire, moi j'étais en Iran 3 jours avant. Et j'avais passé 10 jours en Iran et je faisais un reportage un peu léger d'ailleurs, mais en fait qui semblait léger mais qui ne l'était pas. Et en revenant à Paris, en fait, à aucune idée j'avais pu penser que 3 jours après, en fait, les étudiants allaient être dans la rue et qu'il y aurait des morts. Et voilà. Et donc en fait, quand je suis rentré à Paris, j'ai appris que les manifestations commençaient, qu'il y avait des morts, et j'étais face à mon ordinateur et j'étais bloqué parce qu'en fait, aller en Iran pour photographier, c'est assez compliqué, il faut avoir un visa et là on ne pouvait plus l'avoir, donc il n'y avait plus de photographes professionnels. Et en fait, les seules images qui arrivaient par des téléphones portables faits par les manifestants eux-mêmes. Et en fait, je me suis interrogé pour me dire, mais quelle est ma place, moi, en tant que photoreporter, par rapport à un événement que je ne peux pas photographier? Et quel est le statut de ces images? Parce qu'en fait, on ne connaît pas l'auteur, on ne sait pas où elles ont été prises, et on peut même douter de la valeur documentaire de ces images. Et donc, j'ai passé mes nuits sur Twitter pour retrouver les images, les photographier et donc me les réapproprier. Donc en fait, c'est des morceaux d'images en fait de photographie voilà, plus large. Et je voulais te dire autre chose, mais comme je suis un peu fatigué. Non, je voulais faire une parenthèse. D'ailleurs, en fait, à l'époque, certaines vidéos avaient été diffusées par, je crois, TF1, enfin en tout cas une grande chaîne de télé, en disant voilà, la police iranienne frappe sur des manifestants, et en fait on s'est rendu compte que c'était des images qui provenaient du Chili, et c'était donc des images qui dataient de l'époque de Pinochet. Donc voilà, donc pour moi, voilà, c'est toujours important en fait que derrière chaque image il y a un auteur, et donc une source qui peut être fiable et qui peut être vérifiée. Oui, ça souligne aussi le fait qu'il est peut-être plus intéressant d'interpréter les images que de les faire, soi-disant, dans la pure réalité, que vous rencontrez tous les jours, je pense. Et Annette, à l'inverse, vous travaillez avec des images, vous ne cherchez absolument pas à traduire l'actualité, mais à ce titre, comment choisissez-vous vos images par rapport aux œuvres que vous allez installer dans l'espace? Quel type d'image vous les photographiez avant, vous pensez à l'installation et vous faites les photos, voilà la démarche de plasticienne que vous faites au moment où vous intervenez pour vos installations. Donc ça change. Il y a des images que j'avais fait avant où c'était juste un intérêt d'expérimenter avec justement le temps et l'installation que je peux fixer dans mon image. Mais il y a aussi des images, et je choisis après en relation avec l'espace que je trouve. Mais il y a aussi des photos qui sont faites exprès pour un espace et qui sont posées exprès dans l'espace. Mais peut-être j'aimerais bien passer le micro à Michel Détaillé. Oui, effectivement, je crois que la question est un peu difficile, mais moi, ce qui est intéressant aussi dans le travail d'Annette, c'est de poser la question du temps, à savoir que la photographie, d'une part, habituellement, c'est toujours ce qui a été ou ce que l'on peut imaginer avoir été, comme tout à l'heure on venait de dire pour les images de Guillaume,
et de Renault. Et en fait, ici, les images sont des images qui sont en plein développement, parce qu'il y a une installation, photographie d'une installation, et puis ensuite de nouvelles installations, etc. Donc, et cela dans un processus de développement et dans un processus installatif, il y a un processus de temps. Et je crois que de toute manière, un processus de temps qui, finalement, même si ces images sont accrochées, même si elles sont finies, elles nous incluent aussi. Finalement, on retrouve là une pensée des romantiques d'Iéna qui inclut, en définitive, la critique à l'intérieur de l'œuvre. C'est-à-dire que l'œuvre n'est jamais terminée, elle ne s'use pas, mais tout simplement, en quelque sorte, son utilisation est aussi un enrichissement aussi de l'œuvre originale. De la même manière qu'une traduction peut être aussi un enrichissement de l'œuvre originale. On arrive aussi à finalement se poser des questions qui sont beaucoup plus loin, des questions qui sont des questions fondamentales, et des questions aussi d'histoire, parce qu'elle pose cette question de l'histoire, d'une histoire qui est donc, je sais pas, des développements, des conflits entre différentes forces. Moi, ce que je trouve aussi, je voudrais rapprocher cela peut-être aussi des images de Tadeusz, parce que je lui disais tout à l'heure que ces images, que ce soit l'une ou l'autre des séries, c'est-à-dire celles qui ont été prises, ces images des jeunes à l'intérieur du camp, en 67, ou ces images des shuttle parasidiques qu'il a faites, ce sont des images finalement qui restent très, je dirais, qui gardent une certaine distance, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout de pathos à l'intérieur de ces images, elles sont simplement là, posées, disent aussi une certaine chaleur des choses, une certaine chaleur du bois en particulier, de la construction, toujours un petit peu décalée, et en définitive disent bien plus que ce qu'elles montrent. Elles ne montrent aucune, je dirais, elles ne montrent pas forcément des traces, des traces de destruction. Elles montrent tout simplement quelque chose qui vit et qui est en train de vivre. Voilà. Pour moi, ça c'est quand même le fondamental de l'histoire. Quelques questions? Oui. Bonjour et merci. En fait, j'ai une question très générale sur la relation entre les photographes et les commissaires. Moi, je me pose souvent cette question. Comment ça se passe? C'est le photographe qui va à la recherche d'un commissaire. Comment il le fait? Il le fait par Internet ou autre? C'est des réseaux. Ça se passe comment? Ou c'est les commissaires qui cherchent les photographes? Ou c'est des organismes ou des événements comme l'été photographique de Lectoure? Bon, peut-être que ça se passe différemment, dans des lieux différemment, j'en sais rien, mais j'aurais bien aimé avoir quelques réflexions des deux côtés, des côtés des photographes et des côtés des commissaires, parce que c'est une grande pointe d'interrogation pour moi. Je vous remercie d'avance pour vos réponses. C'est gentil, merci. Qui veut répondre? Le commissaire général, le directeur artistique du festival, peut-être? Moi, je vais donner une réponse fragmentaire pour ici. C'est vrai qu'il y a des commissaires, des grands commissaires qui font que ça. Hein, on en connaît. Hein, je pense à, je sais pas, Jean-Hubert Bartard, Alice Eman, etc. Ici, c'est pas comme ça que ça se passe. Par exemple, je vais prendre là, c'est très pragmatique en fait. Annette Mercantala, je la connais grâce à Michel Vétaillé. Et Michel Vétaillé a exposé Annette en quelle année d'abord? Non, c'était pas à Fribourg, c'était en France. Ouais, enfin, pour être très précis, 93. En 93, donc il suit son travail depuis très longtemps.
je pensais qu'il était bien plus qualifié que moi pour préparer cette exposition. Et en plus, moi, j'aurais pas pu manier la pioche comme il l'a fait pour creuser le jardin. Voilà. En ce qui concerne... Tu veux dire quelque chose? Oui, je voudrais encore ajouter quelque chose pour être plus précis, c'est que, en fait, donc, je connaissais le travail, évidemment. Ensuite, on en a parlé avec François, on a décidé, on a proposé j'ai proposé, je connais les lieux depuis très longtemps, on a discuté d'un certain nombre de lieux, d'un certain nombre de possibilités. Puis, donc j'en ai parlé, j'ai eu quasiment son accord. On en a parlé avec Annette, le travail d'Annette s'est construit aussi de cette manière-là, en fonction des lieux. On en a discuté ensemble, et ça aussi par Internet. Et par téléphone. Ça fonctionne pas. Et aussi par téléphone. Et donc c'est un travail en commun. Et... Moi, j'étais fondatrice ou cofondatrice et directrice pour un certain moment d'un centre d'artistes dans les années 70 en Allemagne. Et on avait là l'idée, après 68, bien sûr, que les artistes représentent eux-mêmes, qu'ils n'ont pas besoin des musées ni des galeries commerciales. Et dans ma carrière, de plus en plus, j'ai appris que c'est assez bien d'avoir un commissaire ou un galeriste qui est le premier auquel on peut montrer son travail, qui fait un peu miroir et contreposition, qui, par sa fonction, est obligé de regarder le travail et de réactionner, et comme ça donner une certaine valeur aussi à la construction du travail. Alors j'apprécie beaucoup d'avoir eu un commissaire. Le rôle, c'est plutôt celui du commissaire qui peut vous représenter, qui peut mieux parler de votre travail, parce qu'un galeriste... Un galeriste peut être avoir la même fonction comme un commissaire. Un galeriste, un bon galeriste, c'est comme un commissaire, un partenaire avec lequel on peut parler. Bien sûr, je crois que c'est important pour un bon galeriste. C'est un très vaste sujet, donc je ne voudrais pas trop m'étendre, mais vous avez tapé dans le mille là. Je voudrais faire remarquer une chose aussi, je pense que c'est très important que le commissaire reste en retrait. Il y a parfois eu des abus où c'était, et ça arrive encore, où c'est plus une exposition de commissaire qu'une exposition d'artiste, et ça c'est une dérive. Alors cette année, vous l'avez remarqué, donc il y a beaucoup de commissaires à l'été photographique. Michel, c'est la 3e fois, j'ai dit hier qu'il est commissaire, toujours d'ailleurs, c'est un commissaire bénévole, Michel, et il accompagne depuis la fondation de l'été la programmation. Hein, et ça, moi je suis très heureux chaque fois qu'il revient faire un commissariat. Après, il y a deux autres commissaires. Il y a Anne Stel, j'en ai parlé hier, je crois, donc je ne vais pas trop revenir là-dessus dans mon intervention, mais je vais leur laisser la parole sur le rôle d'Anne pour ce commissariat d'exposition de deux artistes très chevronnés quand même. Et puis, avant de je vais finir, il y a le commissariat de Patrick Komorowski et de Kunianovic, où là encore, alors justement, je vais revenir sur Annette. Annette, quand Michel m'a parlé du travail, je me suis dit, il faut que j'aille voir si j'ai envie d'exposer ce travail ou pas. Donc je suis allé à Strasbourg, j'ai vu, Annette m'a montré des photos dans différentes situations, dans une galerie d'art, etc. Et puis dans son jardin, où ils étaient en train d'être envahis par la végétation, etc. Et puis dans l'espace public. J'ai adhéré complètement à ce travail qui est très très singulier. Et à ce moment-là, j'ai passé le relais à Michel. Pour revenir à la Pologne, quand Henri et Brigitte ici présents m'ont fait imaginer qu'il y avait là une sorte de mine d'or artistique
est méconnue en France. J'ai pu aller grâce à eux d'ailleurs en Pologne, où j'ai été accueilli par Patrick et Gounia, qui m'ont pendant une semaine fait rencontrer les artistes les plus intéressants, les galeries, les musées, etc. Et donc il paraissait naturel ensuite, quand j'ai décidé de faire une exposition collective, enfin un ensemble d'expositions à la fois de photographes d'une génération ancienne et d'avant-garde, auprès des contemporains, il était normal que je leur demande d'assurer le commissariat, d'autant plus qu'ils étaient sur place en Pologne, et que Patrick travaille depuis très longtemps sur l'œuvre, par exemple, de Lewczyński, etc. Ça ne m'a pas empêché, ça c'est important de le dire chaque fois, d'aller moi-même 2 fois en Pologne, de rencontrer des artistes, de rencontrer des directeurs de musées, etc. C'est un travail d'équipe. Voilà, donc je vais passer la parole à... Vous avez complété tout mon questionnement sur votre présence tous les deux dans le... Alors dans notre cas, c'est un peu particulier puisqu'on s'est rencontrés ici en 2004 à Tours, à l'été photographique, où Renaud et Guillaume exposaient chacun de leur côté et moi j'étais stagiaire à l'époque pour monter les expositions. Et donc depuis on a cessé nos échanges et je crois il y a 2 ans, Renaud a invité Guillaume à un workshop à Cergy et ils ont commencé à parler d'un projet commun et m'ont associé à leur aventure et donc depuis 2 ans on travaille à cette exposition. Donc en fait, il y a différentes situations qui nous emmènent à travailler ensemble. Après, comme le disait François, c'est très important aussi de rester en déplacement, en prospection, et d'aller, de voyager, de rencontrer des gens, que ce soit via des foires, des galeries, des expositions. Dans notre cas, ça s'est passé ici, il y a du coup. Mais moi, je voudrais juste préciser une petite chose sur le commissariat. C'est amusant parce que la plupart du temps, en fait, d'abord, c'est un travail de recherche, déjà le travail du commissaire, donc l'idée c'est de penser le travail des artistes, d'imaginer une contextualisation du travail des artistes ou une recontextualisation du travail. Mais on pourrait lancer le débat, mais c'est quand même intéressant de voir que d'abord c'est un métier qui est quasiment neuf. Maintenant dans les universités en France on commence à avoir des sections de recherche. On parlait de Jean-Hubert Martin qui fait ça depuis des années, Zenahan aussi qui est mort il y a quelques années maintenant. Mais aujourd'hui on voit bien, et simplement pour lancer le débat, parce que c'est un débat qui est actuel sur la forme que prend l'art dans la façon dont il est montré. Mais on voit aujourd'hui, vous voyez par exemple le Palais de Tokyo organise une exposition où en fait ce sont les commissaires qui sont invités. Et non plus les artistes. Donc on peut se poser la question, c'est drôle. Tu parlais tout à l'heure d'une association dans laquelle tu étais où on disait qu'on n'avait pas besoin des commissaires. Et c'est bien d'être aussi dans des débats aujourd'hui où on peut ramener la question de l'institution, la question du lieu d'art. Voilà. Moi je sais que je défends une position qui n'est pas forcément agressive mais qui peut être aussi un peu radicale, de dire c'est vrai, les artistes, nous, s'il n'y a plus d'institution, on continuera toujours à travailler. Inversement, je me pose la question, si demain il n'y a plus d'artistes, est-ce qu'il existera encore des institutions, des musées, des galeries? Et parfois ce jeu de pouvoir, parce que c'est aussi... Il y a des jeux de pouvoir dans le milieu de l'art, je veux dire, il y a de l'argent, il y a de la pensée, il y a de la recherche, il y a des confrontations, il y a des histoires qui se terminent, d'autres qui commencent, de poser ces questions-là, parce qu'on est confronté, parce que là évidemment on est dans un cadre très agréable, on est invité, où nous les artistes, on est toujours dans une situation agréable quand ça marche, quand on vous appelle, on vous dit on vous aime, on voudrait vous exposer. Non mais c'est, évidemment, moi je suis dans une condition, on est dans des configurations qui sont très agréables, mais la situation n'est pas la même pour tous les artistes. Et cette question du commissariat, c'est aussi une question de s'interroger, c'est le moment de s'interroger sur la prise de pouvoir sur les œuvres. Nous, les artistes, nous ne sommes pas toujours maîtres, en fait, de la présentation de nos travaux. Et le fait de travailler avec un commissaire, en tout cas avec Anne, sur notre projet d'exposition, c'était aussi une manière d'interroger, de savoir à qui appartient ce travail, et d'autant plus que nous parlons d'événements qui ne nous appartiennent pas, d'histoires qui ne nous appartiennent pas, de savoir justement l'image que l'on produit, à qui appartient-elle? Est-ce qu'elle appartient aux gens dont on parle? Est-ce qu'elles appartiennent à ceux qui prennent les photographies? Est-ce qu'elles appartiennent à ceux qui parlent de ceux qui ont pris la photographie? Ou à ceux qui présentent ce travail-là? Oui, j'aimerais que vous précisiez
J'aimerais que vous précisiez tous les deux ce que vous attendiez d'Anne, parce qu'on pourrait dire, Alexa, vous pouviez vous en passer. Non mais, parce qu'il y a, pour répondre à la question, il y a énormément de manières d'être commissaire d'exposition. Tu as parlé de pouvoir, là pour Anne, c'est absolument pas un enjeu de pouvoir, c'est autre chose. Et donc, qu'est-ce que vous lui aviez assigné comme fonction? Bah, moi, je réponds très rapidement, parce que j'ai pas... Moi, il était évident que pour moi, l'enjeu... D'abord, il y a plusieurs enjeux, hein. Chacun voit ses enjeux. Après, c'est de savoir comment on arrive à faire en sorte qu'on soit dans la même histoire. Moi, il était évident que... et là, je vais juste parler de moi. Il était évident que j'interroge, ou en tout cas dans le travail que je produis, dans l'image que je produis, je parle de drames que je n'ai pas pu voir, je me sers du drame des autres d'une certaine manière. Et je voulais véritablement dans cette exposition pouvoir me confronter à un travail où le drame est directement évoqué et en tout cas directement lié à la personne qui l'a vécu. Et de savoir où moi, on en parlait hier encore avec Guillaume, il y a évidemment de temps en temps une facilité quand vous faites une exposition, c'est uniquement votre travail, de dire oui, mais de taper sur le photojournalisme en disant voilà, on se sert du drame, on est proche de l'événement, etc. Et que moi justement c'est une distance que je prends. Ça peut être c'est une réalité pour moi, mais ça peut être aussi une facilité de réponse en disant voilà, le méchant c'est eux et nous les bons on réfléchit sur la fabrication de l'image. Et pour moi l'enjeu de l'exposition c'était justement être un moment où il n'y a pas d'échappatoire. Voilà, que votre image elle est là, il faut l'assumer, il faut lui faire confiance aussi, hein, dans le sens où on l'évoque et on la construit pour qu'elle dise quelque chose. Et c'est vrai qu'avec Guillaume, moi j'étais en confiance. Parce que je pense qu'on parle des mêmes choses en le faisant autrement. Et pour moi, l'enjeu de cette exposition, c'était de ne pas avoir d'échappatoire par rapport à la fabrication des images. Et Anne, évidemment, était là pour réfléchir et pour nous aider à réfléchir à cette question. En tout cas, moi, pour ma part, en fait, j'attendais que Anne nous fasse des propositions et qu'elle fasse le lien aussi entre les différents travaux et qu'elle ait vraiment plusieurs pas de recul, en fait, par rapport à nos travaux, pour qu'elle mette en lien chacun des travaux. Voilà, et puis pour ma part, en fait, j'attendais aussi qu'elle me dérange, quoi, qu'elle me pousse dans mes retranchements ou qu'elle me fasse d'autres propositions pour déplacer ma pratique ou ma manière de voir la photographie documentaire. Anne, toi, ton poste, c'est directrice adjointe de l'IAC, de l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne. Donc, dans cette fonction-là, tu fais toute l'année des commissariats. Alors, quelle différence entre celui de Lectoure et ce que tu fais à Villeurbanne? Quelle est la différence? Bon, alors déjà, j'accompagne la directrice, donc parfois je suis commissaire, parfois j'assiste aux expositions à Villeurbanne. Quoi qu'il en soit, je travaille toujours avec l'artiste et j'accompagne l'artiste. Là, il s'agit, c'est la première fois que je fais une exposition avec deux artistes, donc il y a un vrai dialogue entre deux personnes, une collaboration assez directe entre les deux. Et puis la particularité aussi, c'est que là, on a vraiment, déjà c'est une invitation aussi des artistes pour le commissariat, dans ce cas-là. Et donc depuis 2 ans, on travaille vraiment en permanence tous les trois, c'est-à-dire qu'on s'est vus régulièrement et je pense que c'est réellement une œuvre commune depuis le départ. Et c'est pas toujours le cas d'expositions collectives avec un certain nombre d'artistes qui sont plus compliqués pour rentrer en relation dans le travail de chaque artiste, en tout cas connaître très bien le travail de chaque artiste. Et puis dans une exposition personnelle, on s'investit avec une personne, donc il n'y a pas ce dialogue entre les artistes et les œuvres qui se créent, comme c'était le cas avec Renaud et Guillaume. Oui, et puis Anne, on lui a aussi demandé d'écrire, en fait. Enfin, c'était aussi, sans le demander d'ailleurs, c'est venu assez naturellement, en fait, d'écrire non pas l'histoire de l'exposition, mais d'écrire quelque chose et de construire une pensée autour de ce rapprochement, du rapprochement de ces deux travaux. Et ça, pour nous, en fait, ça a alimenté aussi En fait, c'est vachement drôle parce que dire on va exposer Guillaume et moi, je veux dire, ça pourrait être une évidence, une facilité. Voilà, on apporte des photos, on les met au mur et basta cosy, c'est terminé. Et en fait, pas du tout. Le rôle du commissaire, ça a été justement un moment de construire de la pensée autour de ce désir d'exposition.
Et après, nous, tout le travail a été de se dire, mais comment peut-on exposer ce travail pour que ce ne soit pas uniquement une exposition lambda dans laquelle on montre notre travail, quoi. Et moi, je suis assez fier de cette collaboration parce que je pense qu'on est arrivé justement à la possibilité d'une autre écriture de l'exposition et en tout cas de la lecture de notre travail, qui est, à mon sens, qui n'existe que ici et qui ne sera pas reproductible dans un autre lieu. Ce sera un autre travail s'il faut le recommencer. Toujours recommencer. Il peut y avoir aussi un autre axe de commissariat, c'est-à-dire un commissariat plus historique, comme celui que Patrick a fait avec les photographes polonais. Pouvez-vous nous en parler, l'approche, la sélection Tadeusz est là, il y a des photographes que vous connaissez, que vous avez contactés, mais pour certains, ce sont des archives. Donc, oui, alors effectivement, il y a la partie plus axée sur la réflexion, sur la problématisation. Le commissariat, c'est aussi plein de petites activités techniques, des mises en relation, justement, trouver des partenaires, organiser les choses, mais ça c'est la partie peut-être la moins attractive. En ce qui concerne le travail de mise en perspective historique, effectivement, ça c'est ça se voit très visiblement dans le cadre de l'exposition de Tadeusz, qui n'avait jamais présenté ce reportage de 67 en parallèle du cycle Nous étions ici. Les deux séries de photographies ou deux cycles de photographies ont déjà été présentés à plusieurs reprises dans des lieux séparés, en fait, différents contextes, mais jamais ensemble. Jamais n'a été créé un dispositif de dialogue entre ces deux séries. Alors, pour ma part, les propositions de commissariat sur cette exposition, ça a été notamment de montrer une plus grande partie, un choix représentatif d'images du reportage. Jusqu'à présent, je pense que le maximum d'images de ce reportage, c'était à peu près une dizaine d'images, 10-12 images. Là, il y en a plus d'une trentaine. Donc on a la possibilité de voir se déployer complètement le reportage, de voir les différents moments, les différents types d'activités, les différentes manières d'être ensemble de ces jeunes volontaires à Auschwitz, de voir aussi la manière dont Tadeusz a essayé de rendre compte de la situation qu'il observait en étant sur place, c'est-à-dire que il montre évidemment le travail, mais aussi les moments de repos, les moments de détente, qui en 67, je pense que Tadeusz le savait, ces photographies-là n'allaient pas paraître dans le magazine Polska. Le sujet était tellement idéologiquement marqué ou s'inscrivant dans un discours idéologique que des images de jeunes Allemands en train de se baigner ou en train de grignoter un truc entre deux chantiers, ça n'allait pas passer, quoi. Donc c'était un choix de commissaire, mais aussi la manière de montrer les images, évidemment avec ces pupitres qui nous amènent à nous pencher sur les images, à avoir cette relation aux images telles que Tadeusz ou le lecteur pouvait l'avoir, c'est-à-dire dans un rapport non frontal, mais justement de consultation un peu. Donc voilà, donc il y a la question des formats, puisque c'est des pièces qu'on a produit exprès pour Lectoure. Donc on a essayé
justement d'éviter, pour le reportage, d'éviter d'esthétiser la chose, donc de rester dans des objets assez petits, qui nous demandent une attention peut-être plus importante. Voilà. Je pense que, je ne sais pas si Tadeo, je veux dire quelque chose. Zanim powiemy o sprawie technicznej wyglądu wystawy, to jednak może warto wrócić do Twojego pomysłu zestawienia tych dwóch tematów i dlaczego. Tak, więc to jest bardzo... Przeglądając moje archiwum, Patryk tutaj postąpił w sposób wyrafinowany. Oui, en auscultant mon archive, alors je précise que l'archive dont on parle, c'est la période, il y a une archive qui est accessible, qui a été numérisée de la période des années justement, 40, même 50, milieu des années 50, c'est le début de l'activité professionnelle de Tadeusz, jusqu'en 89, donc c'est plusieurs milliers d'images, et donc on peut, j'ai accès grâce à Tadeusz à cette archive, et je navigue assez souvent dans l'archive, et c'est aussi comme ça que j'ai repéré ce reportage et la quantité d'images que Tadeusz a réalisé autour de ce reportage, qui était une quantité plus importante que dans d'autres cas de reportage. Bo ja nigdy w życiu nie wpadłem na pomysł, aby na jednej wystawie pokazać Action Zune Zeichen i mój cykl Touryliśmy. Oui, parce que personnellement, je ne serais jamais tombé sur l'idée de montrer Nous étions ici et ce reportage de Action Zune Zeichen. I akurat ten reportaż z Auschwitz, on odegrał jakby jedną rolę wówczas, kiedy powstał, kiedy ożył. Został wydrukowany w piśmie Polska, które wychodziło w kilku językach i wydawało mi się, że jego żywot na tym się skończy. Oui, donc le reportage sur les volontaires, les jeunes volontaires allemands est né dans le cadre d'une commande pour le magazine Polska. Et donc ça a été publié, enfin, 7 images ont été publiées de ce reportage. Et je pensais que c'était la longévité, ou enfin la vie de ce reportage, la vie publique de ce reportage n'allait se limiter qu'à cette publication. To tylko świadczy o tym, że takie archiwum jak moje powinny być otwarte. Takie spotkania kończą się ciekawymi manifestacjami. Ce que je pourrais dire, c'est que une archive comme la mienne devrait être une archive ouverte au public, permettant de faire des rencontres comme celle-ci, des rencontres fructueuses comme celle-ci. I coś jeszcze chciałem powiedzieć zabawnego, prawdopodobnie pod koniec tej naszej rozmowy. Otóż ja przez kilka lat pracowałem nad moim archiwum
I przy tej pracy nad archiwum stwierdzałem nie to, co ja sfotografowałem, tylko to, czego ja nie sfotografowałem. I to było moją nieprawdopodobną udręką. Oui, pendant plusieurs années, alors je vais terminer là-dessus sur quelque chose qui pourrait être amusant, c'est que j'ai beaucoup travaillé par un moment sur mon archive, et donc en étudiant cette archive, je me suis pas rendu compte de ce que j'avais photographié. Enfin, c'est-à-dire que j'ai remarqué que en tout cas mon attention a été attirée non pas par tout ce que j'ai photographié, mais plutôt à jouer comme un effet de miroir et m'a permis de me rendre compte de tout ce que je n'avais pas photographié. Po prostu kapowałem się tym, ilu wspaniałych ludzi, ile wspaniałych pejzaży, ile wspaniałych miejsc, gdzie byłem i mogłem i miałem aparat, a jednak tego w moim archiwum nie znalazłem. Oui, je me faisais du mal en repensant à tous ces paysages, tous ces lieux, toutes ces personnes, tous ces événements auxquels j'ai assisté et où j'avais mon appareil photo et que je n'ai pas photographié. I dlatego od pewnego czasu staram się nadrobić te okropne straty. Dlatego w tej chwili zmieniłem miejsce, usiadłem w pierwszym rzędzie, bo jak mnie kiedyś ktoś w niebie, bo ja na pewno będę w niebie, jak mnie ktoś w niebie zapyta, czy masz zdjęcia z festiwalu w lekturze swoich kolegów, fotografów, którzy obok siebie wystawiali i kuratorów, którzy te wystawy spowodowali, czy ty ich sfotografowałeś? To ja w ten czas z nieba odpowiem tak, proszę sięgnąć pod literą lecture i tam będą te fotografie. Je ne sais pas si je vais réussir à traduire aussi bien que ça a été dit, mais toujours est-il que donc, ces lacunes que j'ai pu constater en étudiant mes archives, j'ai décidé de les combler maintenant, et c'est pour ça que tout à l'heure, quand quand on discutait, je me suis déplacé pour m'asseoir sur cette chaise en face et prendre des photos. Et donc, quand j'irai au ciel, et je sais que j'irai pour ma part au ciel, et que l'on me demandera est-ce que tu as pris des photos de tes collègues durant le festival, à Lecto, des commissaires, du public, je pourrais dire oui, il suffit de tendre la main vers la lettre L de mon archive et on pourra voir ces images.